Je mène une bataille dans ce livre contre l'utilisation du mot petit, en disant j'en ai marre d'entendre des femmes dire j'ai un petit podcast, j'ai une petite entreprise, j'ai un petit projet, j'ai une petite réussite, j'ai un petit business plan, j'ai un petit... Alors que j'ai l'impression que n'importe quel homme qui est auto-entrepreneur va te dire qu'il est CEO, va te donner sa carte fièrement, va dire je suis le premier A, je suis le meilleur A, j'ai doublé je sais pas quoi. Et la manière dont on parle de nous-mêmes, je trouve que c'est un combat quotidien pour se dire... Encore une fois, si j'étais mon ami, comment je me présenterais? Si j'étais mon agent, mon impresario, qu'est-ce que je dirais sur la personne qui est là? Bonjour et bienvenue dans Bien dans son âge, tu parles, le podcast qui aborde l'âge dans toute sa complexité, mais aussi toute sa splendeur. Le passage de cap est un excellent prétexte pour faire un point dans sa vie, comprendre et interroger son corps comme son esprit sur ce qu'on a vraiment envie. Je suis Christelle Nicky, entrepreneure dans la communication digitale et l'animation de communautés de femmes. Et je souhaite partager avec vous des réflexions, des témoignages intimes et des outils pour avoir un regard plus doux, confiant et éclairé sur notre vie, de la puberté jusqu'à la post-ménopause. Sans minimiser les états d'âme, sans minimiser les remises en question, ou encore les contradictions qui nous animent. Chaque épisode est une invitation à s'ouvrir, découvrir et oser être soi. Je vous souhaite une bonne écoute. Comment voir grand quand c'est tout un système qui nous pousse à voir petit ? C'est la question que pose Marlène Schiappa dans son récent essai « Nos si petites ambitions pour une révolution de la réussite des femmes ». Peut-on sincèrement nous blâmer de ne pas suffisamment occuper le devant de la scène, ni de réseauter professionnellement quand les dés sont pipés ? Et ce, jusque dans notre sphère familiale, où l'on va davantage attribuer notre bonheur et nos compétences à choyer nos enfants et notre couple, plutôt qu'à développer notre carrière. Est-ce mal d'avoir de l'ambition ? Et quand bien même nous en aurions, est-ce que nous nous y prenons mal ? Avec Marlène Schiappa, entrepreneure, ex-ministre, autrice et consultante en communication, nous essayons dans cet épisode d'apporter un regard réaliste et optimiste sur la réussite au féminin et quelques pistes de réflexion pour faire évoluer nos propres perceptions comme celles de notre environnement. N'oubliez pas de noter ou de commenter cet épisode et de me rejoindre sur Instagram, TikTok ou YouTube, @bien dans son âge, pour d'autres contenus et d'échanges boosters de confiance. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Marlène. Hello. Nous nous connaissons du temps de nos activités entrepreneuriales à destination des mères actives. Plus de 10 ans à informer ces femmes actives et puis aussi les réunir autour d'événements, tout un réseau qu'on a constitué autour de la conciliation vie pro et vie perso. Et puis essayer de faire bouger les lignes à notre manière. 15 ans plus tard, on fait un constat. On continue toujours à nous appeler blogueuses ou influenceuses. Et plus sérieusement, on est encore loin du doux parfum, du bonheur et de la réussite chez les femmes actives. Dans ton essai qui s'appelle « Nos si petites ambitions » aux éditions de l'Aube, pour une révolution de la réussite des femmes, tu évoques cette citation de Madame de Staël. La gloire et le deuil éclatant du bonheur. Pourquoi la réussite au féminin fait si mal ? D'abord, merci de me recevoir et je rebondis sur un mot que tu as utilisé, qu'on utilisait beaucoup, qu'on n'utilise plus, qui est blogueuse. C'est vrai que j'avais essayé d'expliquer à ma fille cadette, maman était blogueuse avant et elle était là genre mais c'est quoi blogueuse ? Et je me disais oh, c'est terrible, on avait la hype et ma fille ne sait pas ce que ce mot signifie. Et en fait, on s'est retrouvés dans cette génération où nos parents ne comprenaient pas ce mot et nos enfants ne le comprennent pas non plus. Mais je le dis pour dire que quand je suis rentrée au gouvernement, plusieurs journaux m'ont décrit en tant que blogueuse. Et je pense que si j'avais été un homme, on aurait dit que j'étais un CEO de la tech. Parce qu'en réalité, j'avais monté mon agence que je dirigeais. On était plusieurs dans cette agence. Je produisais du contenu web. Je faisais de la stratégie de communication. Et j'aurais été un homme, on aurait dit c'est un patron de la tech. Mais j'étais une fille, on a dit blogueuse. Et blogueuse, influenceuse, derrière, il y a une connotation un peu légère, un peu superficielle, un peu négative, qui visait un peu à discréditer finalement cette activité. Et cette phrase de Madame de Staël, je l'adore, qui dit exactement pour les femmes, la gloire et le deuil éclatant du bonheur. Ben, je trouve qu'il y a quelque chose de vrai, c'est ce que je démontre dans ce livre, notamment qui fait écho à quelque chose de très moderne, qui est le syndrome de l'Oscar, qui montre que quand vous êtes une femme et que vous recevez un Oscar à Hollywood,
il est démontré par des études féministes américaines que dans les années qui viennent, votre couple va en pâtir. Vous allez plus vous séparer, plus divorcer, plus être quittés. Alors que quand vous êtes un homme et vous avez un Oscar, votre couple ne bouge pas, il n'y a pas d'impact. Et c'est ce que dit aussi une étude de l'INED qui est sortie il y a quelques mois, qui montrait que quand les femmes gagnent plus que leurs compagnons, elles ont un genre de retour de bâton et elles sont plus souvent quittées. Et elles divorcent plus souvent que celles qui gagnent pareil ou moins que leurs compagnons. Donc oui, il y a cette espèce de prix à payer dans la vie perso quand les femmes réussissent professionnellement. Et je pense qu'il faut en parler parce que c'est un énorme tabou. On dit que si tu vas le dire, tu décourages les femmes de réussir. Mais non, je le dis pour dire la vérité et dire quel est le prix à payer pour les femmes de cette réussite. Ouais, il y a un prix à payer, mais il y a aussi une forme de fatigue. Parce que les femmes essayent de tout concilier. Hein. Ouais. En tout cas, nous, on essayait de leur donner des clés. On a même lu des bouquins. On peut tout avoir. Force est de constater aussi qu'il y a un épuisement. Est-ce que cet épuisement lié à l'ambition s'explique par le fait qu'on en demande beaucoup plus aux femmes? En fait, j'ai le sentiment que dans la répartition dans le couple hétéro femme-homme, les femmes ont pris plus de responsabilités, mais n'ont pas eu l'avantage qui va avec. J'ai vu il y a pas longtemps une femme qui faisait une vidéo en disant « Mais moi, en fait, j'ai pas de problème à faire toutes les tâches ménagères, j'ai pas de problème à gérer les enfants, à avoir la charge mentale, etc. si j'ai le train de vie qui va avec. » Elle disait à son mec, t'es pas millionnaire, ok, t'es pas un patron de la Silicon Valley, tu ne me pourvois pas un train de vie qui me permet de ne faire que ça. Si j'ai rien à faire, je veux bien faire le ménage et faire ça de toute la journée, mais s'il s'avère que je dois me lever à 7 heures, déposer les enfants, aller faire des réunions, etc., il y a aucune raison pour que moi je fasse le ménage en plus de toi. Et ça m'a interpellée parce que je me suis dit, d'un côté, elle valide la répartition hyper genrée en disant si tu me pourvoyais un mode de vie, je serais d'accord pour, et ça m'a dérangée. Mais d'un autre côté, je me disais, en fait, cette nana a raison de poser les termes sur la table et de dire qu'effectivement, on a pris à notre charge la responsabilité de réussir professionnellement. Mais je parlais avec une femme hier qui est géniale et qui réussit très bien, qui a monté une boîte, elle a 50 salariés, elle a des jumeaux, enfin, c'est extrêmement impressionnant, sa réussite sociale, professionnelle et même de vie de famille. Mais elle me disait qu'elle était fatiguée le matin parce que le matin, elle a une to-do list de tout ce qu'elle doit faire pour les enfants, pour la maison, pour... avant même de commencer sa propre journée de travail. Et elle me disait, je me maquille pendant le trajet, j'arrive... Et je me dis qu'on s'inflige des choses absolument terribles. Et depuis quelques semaines, j'envoie souvent à ma sœur la question, si tu t'aimais vraiment, qu'est-ce que tu ferais ? Et je trouve que cette question, elle est pas mal. C'est terrible. Tu sais quoi ? C'est exactement ça. Comment arriver à prendre du recul et se dire, OK, si tu étais ta meilleure amie... C'est ça. Si tu étais une copine, qu'est-ce que tu te dirais ? Ou tu regardes la situation... Tu prends du recul et tu regardes cette personne. Moi, franchement, des fois, je me dis, je me fais pitié, en fait. Enfin, je me fais de la peine. Je dis oui, pas pour toi. Hein. Je dis oui parce qu'on a toutes ressenti ça pour soi, en se disant, en mettant, et souvent, c'est en parlant à quelqu'un d'autre de la situation. Et en se confiant à une personne, une amie, ou même une collègue, ou même quelqu'un qu'on connaît peu, mais avec qui on échange. Et on met la situation comme si on la regardait de l'extérieur et on se dit... Mais ça peut pas être ça, ma vie, en fait. Je me suis pas battue pour ça. Et quand j'étais gamine, je rêvais pas d'avoir ça comme vie. Non, pas du tout. Alors, du coup, quand la prise de conscience arrive, qu'est-ce qui se passe ? Parce que c'est ça aussi. C'est souvent, les femmes vont plutôt se dire, je vais arrêter. Et qu'est-ce qu'elles vont arrêter en premier ? Plein de choses, mais moi je veux d'abord dire bravo à celles qui disent je vais arrêter, parce qu'en fait il y a beaucoup de femmes, et je me mets dedans à titre dans ma vie perso, mais il y a beaucoup de femmes qui vivent des situations, qui ont cette prise de conscience de en fait ça me convient pas, et pour autant qui prennent pas la décision de mettre fin à ce qui leur convient pas. Moi je suis très frappée de voir des femmes de 40, 45, 50 ans et plus. Quand je parle avec elles, je m'aperçois qu'en fait leur couple n'est pas du tout une source de joie pour elles, n'est pas un safe space ou un lieu de réconfort, ou que l'endroit où elles vivent ne leur plaît pas, mais c'est comme ça, elles restent là, ou que leur job est une source de tension, leur fait des nœuds à l'estomac, et pour autant elles ne prennent pas cette décision d'arrêter, et je les blâme pas parce que c'est extrêmement difficile. Je veux dire quand on est une femme, et dans nos générations, j'ai le sentiment qu'on est
prête à faire beaucoup, beaucoup de compromis. Et moi, ma fille aînée, je le dis dans le livre, d'ailleurs, elle me dit souvent, mais vous êtes la génération du compromis. J'adore. Et nous, on est la génération de la radicalité. On fait pas de compromis. Ouais, carrément, mais carrément. En fait, j'ai envie de dire même aller plus loin sur cette génération que forcément j'observe et oui, j'ai envie aussi d'accompagner au travers du podcast. Pour moi, c'est une génération aussi assez silencieuse parce que justement dans cette génération dont tu parles de ta fille, c'est une génération qui ose parler. C'est une génération de libération de la parole. Alors, elle nous concerne aussi, Elle nous concerne aussi parce qu'on a bien vu, heureusement, qu'il y a des femmes justement qui maintenant se disent, ok, c'est plus possible. Je vais faire procès en fait à tous ceux qui ont abusé de moi, adolescente ou avant. Donc déjà, je leur dis chapeau et merci. Maintenant, on est quand même une génération silencieuse. On nous a appris à ne pas faire de bruit, on nous a appris à pas faire d'histoire. À pas rire trop fort. Ouais, et pas pleurer non plus. Fallait pas pleurer. Enfin, moi, je sais que c'était ce qu'on me disait beaucoup. Ne pas pleurer ou ne pas trop se plaindre d'avoir mal. Et on est aussi une génération anxieuse. Parce qu'on a peur de déranger, peur de se dire, ah, mais attends, si elle s'impose un peu trop, tu vois, d'être jugée pour ce que nous ne sommes pas. Donc, on est un peu plus dans l'inaction que les autres générations. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a comme, en effet, capacité, compétence? Et encore une fois, on va se heurter à un autre problème qui est que on a ces compétences, mais on n'est pas totalement conscient de toutes ces compétences. Et aussi, on va nous renvoyer le fait que on n'est pas compétente par défaut, de toute façon. Exactement. C'est la présomption d'incompétence. On part du principe que les femmes sont pas compétentes et on veut bien qu'elles prouvent qu'elles le sont, mais par principe, elles le sont pas. Et on part du principe que les hommes sont compétents. Et moi, je l'ai vu, toutes les années où j'étais ministre, je l'ai vu, mais je l'ai vu encore récemment. Là, je viens de faire partie des 2000 et quelques personnes qui ont reçu la Légion d'honneur. Donc, je suis très fière et très heureuse. Merci. Et j'ai vu plein de commentaires d'hommes, souvent disant, elle a rien fait de spécial pour l'avoir. Alors, en fait, ça choque personne que quelqu'un qui est, je sais pas, qui a fait son travail, qui est chanteur ou qui a fait des choses vraiment merveilleuses, mais pour se réaliser avant tout, soit récompensée. En revanche, qu'une femme qui a fait des lois, qui a présidé une association 10 ans, qui a théorisé des concepts, le plafond de mer, la culture du viol, etc., qui a fait un pacte transparence crèche, qui a fait le Grenelle des violences conjugales, qui a fait 5 lois pour aider les femmes à allonger le délai de prescription, ouvert la PMA, allonger le congé paternité. Tout ça, en fait, ça n'existe pas de base. Et si j'argumente, les gens finissent toujours par dire « Ah oui, c'est vrai, vous avez fait des choses, ok ». Mais si je commence pas à le dire, on ne me crédite pas de ce qui a été fait. Et c'est valable pour moi parce que c'est visible, mais c'est valable dans n'importe quelle famille, dans n'importe quelle entreprise. Et ce que je dis dans ce livre, nos si petites ambitions, c'est que nous, on a tellement intériorisé ça. Et on a tellement intériorisé le fait qu'on ne pouvait pas être fiers de nous-mêmes et revendiquer nos réussites qu'on se minimise soi-même. Et je mène une bataille dans ce livre contre l'utilisation du mot « petit » en disant j'en ai marre d'entendre des femmes dire j'ai un petit podcast, j'ai une petite entreprise, j'ai un petit projet, j'ai une petite réussite, j'ai un petit business plan, j'ai une petite carte de visite, un petit CV. Et alors que un homme, j'ai l'impression que n'importe quel homme qui est auto-entrepreneur va te dire qu'il est CEO, va te donner sa carte fièrement, va dire je suis le premier A, je suis le meilleur A, j'ai doublé je sais pas quoi. Et la manière dont on parle de nous-mêmes, je pense que c'est un combat quotidien et je le mène moi aussi contre moi parce que je le fais aussi comme toutes les femmes et comme beaucoup de femmes. Mais je pense que c'est un combat quotidien pour se dire encore une fois, si j'étais mon ami, comment je me présenterais? Si j'étais mon agent, mon impresario, pour parler un vocabulaire d'antan, qu'est-ce que je dirais sur la personne qui est là? Et moi, je le fais quand dans tous les événements, je présente les autres femmes d'une manière hyper valorisante et à chaque fois, elles sont gênées. Elles me disent « Oh non, quand même, t'exagères. » Non, mais j'exagère pas. T'as fait vraiment ce truc qui est génial. T'as fait... Et en fait... Je me dis, on parle bien aux plantes pour les faire grandir. Pourquoi on se parlerait pas bien à soi-même, finalement? C'est rigolo parce que tu t'as donné tellement plein d'anecdotes. Là, j'ai envie de rebondir sur la première, qui est de devoir se justifier. Ouais. Non, mais attends, tu dois te justifier. Ah, bah, sans cesse. Donc, c'est épuisant. D'être là, en fait. Il y a un côté avec être là. Et ce que tu disais, ne pas trop s'exprimer, On tolère les femmes dans le débat public si elles sont un peu neutres, si elles ne bousculent pas les choses, si elles font des choses elles présentent des choses, elles viennent témoigner, voilà. Mais en revanche, dès lors qu'elles bousculent quelque chose, qu'elles ont un avis propre, qu'elles sont pas d'accord, elles sortent. C'est comme si elles sortaient du champ qui leur est permis, du champ du témoignage, du champ du calme.
et qu'elle venait défendre une position. D'ailleurs, regarde, on admet très bien que les hommes soient en colère. Le nombre de fois où il y a des ministres qui ont haussé le ton, qui ont crié, tapé du poing sur la table, voire qui se sont tenus par le col les uns les autres, réellement, je les ai vus de mes yeux. Et c'était comme si ça faisait partie du débat politique. Mais dès lors qu'une femme va hausser un petit peu le ton, elle est hystérique, elle est folle, elle sait pas se tenir. Si 2 femmes sont pas d'accord, elles se crêpent le chignon, alors que 2 hommes pas d'accord, c'est quand même le quotidien de la vie politique. Et on va te reprocher tout et son contraire. C'est-à-dire, moi, on me reprochait d'être trop féminine, d'avoir les cheveux détachés. En plus, quand je suis arrivée, j'avais les cheveux longs, bouclés, etc. Mais on va reprocher l'inverse, par exemple, à Elisabeth Borne et lui dire, elle sourit pas assez. Enfin, pourquoi elle vous devrait un sourire, en fait? Dès que la femme sort de la posture de la séduction, du charme, de la mise à disposition, de la gentillesse, du serviable, ça devient compliqué. Alors, il y a une petite chose un petit peu contradictoire parce qu'en fait, il faut à la fois assumer qui on est, que ce soit par peut-être, comme tu dis, le côté vestimentaire, coiffure. Moi, mon style, c'est plutôt ça, etc. La manière de parler aussi, la manière de réagir, nos émotions, etc. Parce qu'on a une palette d'émotions très large et c'est une vraie richesse. Et en même temps, tu vois, c'est ce qu'on disait avant, il faut retravailler quand même tout le champ lexical pour nous présenter. Donc, il y a quand même, en fait, une forme de retravail sur nous-mêmes qui est nécessaire, alors qu'il faut aussi accepter tel que nous sommes et aussi valoriser tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent et ne pas le minimiser. Mais il y a quand même, je pense, une opportunité. Alors, je dirais pas que c'est un travail douloureux qui doit être fait, mais une opportunité qui doit être vue par les femmes, justement, de pouvoir se mettre davantage en scène, de pouvoir peut-être se faire accompagner. J'y crois beaucoup, en tout cas, sur le fait de voir, par exemple, évidemment, tes discours, de lire ton bouquin, etc. Mais peut-être parfois aussi de se faire accompagner par des femmes. Et c'est le but de ton cabinet, d'ailleurs, je crois. En fait, moi, je pense qu'il y a des accompagnements différents. Il y a ce que moi, je fais pas, mais qui est d'abord l'accompagnement psy, qui peut être hyper salutaire. Il y a l'accompagnement associatif avec des groupes de parole. Mais il y a aussi, nous, on fait de la stratégie, notamment de communication pour des dirigeants et des dirigeantes. Et je peux te dire à cet égard que les femmes dirigeantes réagissent pas du tout comme les hommes. Je te donne 2 exemples. Le premier exemple, celui de l'argent. Ça coûte de l'argent de se faire accompagner parce que tu as du temps avec des experts de la stratégie, parce que tu as des techniques qui sont mises à disposition, parce qu'on fait pas n'importe quoi, parce que c'est des temps de réflexion, des temps d'organisation, etc. Donc il y a du temps et ça coûte de l'argent. Quand on va dire à un homme, voilà, ça coûte tant, en général, il n'y a pas de problème. L'homme va trouver le budget dans son entreprise pour payer cet accompagnement et cette stratégie de communication. Quand on le dit à une femme, c'est toujours compliqué. Elle n'ose pas dépenser l'argent de l'entreprise. Et l'autre chose qui me frappe, c'est le besoin permanent de validation chez les femmes. Un de mes clients hommes, je sais que si je lui propose quelque chose, avant la fin du rendez-vous, il a décidé. Je vais lui dire, par exemple, on pourrait faire une tribune dans tel journal pour vous exprimer sur tel sujet, parce que regardez, voilà pourquoi ça monte, les algorithmes montrent que, etc. Il va me dire oui ou non. La femme dirigeante, elle va pas me dire oui ou non. Et c'est dans 90% des cas, elle a quelqu'un à qui demander. Elle doit demander à son COMEX, elle doit demander à ses actionnaires, elle doit demander parfois à son mari, qui n'y connaît rien, qui n'est pas dans le même secteur d'activité. Elle doit demander à son équipe de com. Elle a toujours, aussi au monde, même si elle est patronne ou dirigeante, elle a toujours quelqu'un à qui faire valider sa propre décision. Et ça, c'est fou parce que pendant que l'homme dirigeant, du coup, avance, prend des décisions et dit « je fais ça, je vais là, je fais ça, ok, oui, non, j'avance », la femme est là, toujours à se dire « j'en sais rien parce que j'ai pas osé débloquer le budget ». Et en fait, tu as une distorsion et une différence qui se fait à poste égal. Tu peux prendre, je sais pas, un DGA d'une grosse boîte, homme et femme, de 2 boîtes concurrentes. L'homme, il va se faire accompagner. Il aura en général nous et il aura aussi une autre agence pour, je sais pas, par exemple, gérer ses réseaux sociaux, etc. Il aura 2 ou 3 groupes autour de lui qui vont vraiment le faire grandir. Et la femme, elle sera encore à se dire, oh là, je vais très, très, très bien faire mon travail comme une bonne élève. Et surtout, je vais pas perturber et je veux pas investir quoi que ce soit de l'argent de l'entreprise. Donc, tu as déjà cette différence d'accompagnement qui va marquer un écart entre les femmes et les hommes. Ah, ça, je le valide complètement. Je l'ai vu parce que j'ai interviewé des femmes en reconversion professionnelle. Et souvent, elles sont dans le temps dit de réflexion. Ouais. Tu vois, elles vont vraiment... et je pense que c'est pour n'importe quelle décision concernant notamment ce qui va toucher aux finances, à la carrière, etc. Elles ont besoin de se dire qu'elles ont, tu vois, validé tous les points. Exactement. Parce qu'elles ont peur, en fait. Ouais. Ou même, par exemple, pour postuler à un job, c'est connu,
connu que les hommes vont postuler à des jobs où leurs compétences ne sont pas forcément toutes présentes sur la fiche de description, alors que les femmes ne le feront pas. Elles vont du coup s'auto-saboter direct. Complètement, t'as raison. Et là, nous, avec Active, l'ONG que j'ai fondée, on a célébré il y a pas longtemps l'anniversaire de la loi Copé-Zimmermann, donc pour les quotas de femmes dans les boards. Et moi, je suis frappée de voir que énormément de femmes, avant de faire acte de candidature pour devenir administratrice dans un board, vont se former. Et je le dis sans critique parce que je l'ai fait, moi. Je suis sortie du gouvernement, j'avais monté 2 boîtes, j'avais présidé une association de 15 000 membres pendant 10 ans, j'avais été ministre, j'avais été élue, j'avais fait plein de choses et je me suis dit, tiens, j'aimerais faire ça, je vais aller faire une formation. Et j'ai suivi une formation qui était passionnante au demeurant et très anglais, sustainability, responsabilité, etc. Mais les hommes anciens ministres, j'en vois pas qui aillent faire une formation en sortant du gouvernement pour se dire, ben oui, certes, j'ai été ministre, mais j'ai envie de me mettre à jour, etc. Donc, on a vraiment quand même ce côté bon élève de je veux le diplôme, je veux la validation, je veux la certification, je veux que quelqu'un d'autre que moi vienne me dire bravo, c'est bien, tu peux y aller. Et moi, j'appelle ça dans le livre le syndrome de Cendrillon. Et le syndrome de Cendrillon, c'est vraiment ça, c'est-à-dire tu laves par terre et tu dis, en fait, je fais tellement bien le ménage avec tellement d'abnégation, je me sacrifie tellement qu'un jour, un prince va venir et va me dire, hey, Chris, tu laves très très bien par terre, viens avec moi dans mon château, je vais t'emmener. Et professionnellement, c'est l'attente que notre patron ou un DRH ou un chasseur vienne nous dire, j'ai remarqué tes résultats, ils sont incroyables, viens avec moi, je vais te proposer cette promotion. Mais ça n'arrive pas parce qu'en fait, si vous n'êtes pas en train de clamer, regardez mes résultats comme ils sont incroyables, en fait, on ne vient pas regarder ce que vous êtes en train de faire dans votre coin sans bruit, sans jamais réseauter et sans jamais le dire à personne. C'est exactement ça. En tout cas, moi, je me rappelle, j'avais 30 ans, une copine me disait, je comprends pas, mais pourquoi il me propose pas de promotion? Mais je dis, mais tu l'as demandé? Ouais. Tu l'as demandé ta promo? J'ai dit, si tu vas pas toquer à la porte du bureau du manager, tu l'auras jamais. J'ai dit, mais va demander. Non, mais on a besoin que quelqu'un d'autre nous le dise. Et en même temps, moi, je te dis ça et j'en fais vraiment une théorie et un combat. Mais je me souviens d'avoir coaché une copine, passé tout un dîner chez elle pour qu'elle négocie son salaire, etc. Et moi, à ce moment-là, j'avais un livre avec un éditeur et j'avais demandé plus d'avaloir. Et là, l'éditeur m'appelle, je sors et il me dit, non, on peut pas vous donner plus. Limite, voilà, on est déjà sympa de vous prendre. J'exagère un peu, mais voilà. Et moi, qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai dit, merci, dans tous les cas, je suis tellement contente d'être publiée chez vous, parce que c'était une grande maison d'édition. J'ai raccroché et je me suis dit, je sais pas quoi raconter à ma copine, parce que je viens de la coacher en mode, mais demande ce que tu veux, know your value et tout. Ouais. Et moi, je suis là, merci tellement d'être gentille de me faire travailler pour pas grand-chose. Donc, on a toute cette dualité en nous et on a tout à un moment le besoin d'avoir aussi une voix. C'est pour ça que moi, je crois sincèrement à la sororité et au fait qu'à un moment, une autre voix, une sœur, une copine, une collègue, j'en sais rien, une coach, quelqu'un va vous dire mais en fait meuf tu le vaux complètement, va les demander et va les décrocher. Après c'est peut-être justement la force des hommes qui ne vont pas se former mais qui peuvent compter sur leur réseau pour monter en compétences très rapidement. Ils vont faire un lunch, un déjeuner, etc. Ils vont aller choper les infos. Là où en fait nous on va déjà est-ce qu'on va s'octroyer ce temps? Enfin c'est peut-être pas dans nos habitudes et puis 2 est-ce qu'on va le trouver ce temps? Parce que c'est ce que tu dis aussi, je t'ai entendu dire, c'est que voilà il y a des moments où on va consacrer plutôt du temps à regarder prendre les rendez-vous médecins, ou 2 regarder pour la programmation des vacances, ou 3 checker s'il y a bien la livraison etc., de la nourriture. Donc en fait on a moins de temps disponible en fait à ça et on n'accorde pas forcément autant d'importance au réseau, puis on n'ose pas forcément aussi déjà encore une fois de se dire est-ce qu'on va être prise au sérieux, est-ce que ce soit vis-à-vis d'une femme et d'un homme, parce que finalement les réseaux c'est quand même beaucoup masculin, il y a des réseaux féminins mais parfois il faut aller plutôt vers un interlocuteur masculin et c'est là que aussi se pose la question, c'est comment il va m'accueillir. Exactement, parce que moi j'avais une collègue au gouvernement qui appelait ça, alors attention gros mot, boucher les oreilles des enfants, qui appelait ça le pacte des couilles. Et elle me disait en gros 2 mecs dans un gouvernement ou dans une entreprise, ça va être genre t'as des couilles, moi aussi, on fait le pacte des couilles. Et ils vont s'entraider les uns les autres. Et nous on avait au gouvernement un boys club avec un groupe avec que des hommes qui allaient faire du foot le mardi soir à Bercy avec le Premier ministre. Et nous, quand on a découvert ça avec plusieurs femmes ministres, on est allé leur dire, en fait, c'est un boys club. De fait, vous êtes en train de nous exclure d'une activité. On fait tous partie du même collectif et vous décidez que seuls les hommes vont faire une activité. Pourquoi? C'est hyper discriminant. Donc, ils étaient pas contents, ils étaient vexés qu'on leur dise ça. On a insisté, nous, on aime bien le foot, on joue sûrement mieux que vous, on connaît mieux, etc. Parce qu'en plus, il y a le fait que quand t'es une femme, tu dois justifier que tu connais le foot. On te soumet un genre de quiz pour que tu puisses dire...
Je trouve dans les discussions, si t'es une femme et tu dis j'adore le PSG, on va dire ah bon, c'est qui ton joueur préféré, comme si tu devais. Alors qu'un mec qui va dire j'adore le PSG, tu le prends pour argent comptant, tu vas pas te challenger sa passion. Mais en tout cas là, on a insisté et ils ont fini par nous dire vous n'avez qu'à faire une activité entre femmes ministres. Et j'ai dû leur expliquer par A plus B que en fait entre femmes, la répartition genrée est ainsi faite que si on fait un truc entre femmes, on n'aura pas de premier ministre. Et on n'aura pas de ministre régalien présent dans un parti politique, donc qui peut nous pousser pour quelque chose. Pendant que vous êtes en train d'enlever votre short et de dire au Premier ministre « au fait, est-ce que tu peux me trouver un créneau pour ma loi la semaine prochaine ?» et qui peut vous dire oui ou non, mais vous avez eu l'opportunité de nouer des liens personnels avec lui, et ben nous, pendant ce temps, on va être entre femmes qui n'ont absolument aucun pouvoir dans le dispositif et donc où aucune de nous, même si elle est très sympa, ne pourra faire avancer nos projets. Donc ils ont fini par nous ajouter dans la boucle WhatsApp, puis le confinement nous a empêchés d'aller vraiment jouer au foot. Mais en fait, dans beaucoup d'entreprises, ça existe. Là, c'est le foot, mais ça peut être des trucs hyper caricaturaux. Ça peut être le club des amateurs de cigares, ça peut être l'automobile club qui est encore réservé aux hommes, ça peut être une dégustation de whisky, ou ça peut être un truc qui n'est pas forcément genré officiellement, mais qui le devient. Quand on dit on va se murger le mercredi soir, quand t'es une nana, quand toi t'es en train de t'occuper des enfants ou de tes parents malades ou de tes beaux-parents malades ou de l'organisation administrative de trucs, ou juste t'es crevé, non, t'as pas envie de devoir te murger le mercredi soir pour avoir le droit d'avoir accès à la personne qui va décider si tu peux avoir une promotion. Et ça veut dire que quand on nous dit l'évolution, elle se fait sur la compétence, que vous êtes femme ou homme, c'est pas vrai, ça se fait pas sur la compétence, ça se fait sur beaucoup d'autres critères qui sont beaucoup moins objectifs que la question de la compétence. C'est clair, de toute façon les règles, les codes restent encore principalement masculins, virils comme tu le dis, et encore une fois, quand on entend que c'est bien d'avoir une énergie masculine au sein d'une entreprise, nous l'intérêt ce serait plutôt d'avoir une énergie mixte, en tout cas qui puisse tenir compte de la variation de toutes nos énergies et de la complémentarité de nos énergies. Et puis tu peux avoir un homme qui pleure et qui est timide et qui ose pas s'affirmer, et tu peux avoir une femme. Enfin, moi je crois pas du tout au management féminin. J'ai rencontré des femmes qui étaient vraiment des vraies harpies ou des vraies connasses ou quel que soit le terme qu'on a envie d'utiliser, et j'ai rencontré des hommes hyper doux, gentils, généreux. Donc en fait je pense que les qualités et les défauts sont assez également répartis et que on a besoin, comme tu le dis, de cette énergie mixte finalement qui se rencontre au sein du travail. Pour autant, on va plus naturellement se diriger vers des initiatives féminines et en tout cas avoir comme finalement tu le fais, parce qu'avec ton ONG, l'idée c'est de se dire ok, on dit qu'il n'y a pas assez de femmes pour diriger des entreprises majeures. Et écoutez, tenez, on va vous fournir le fichier. Exactement. Donc en fait finalement l'énergie féminine aide quand même. À un moment donné, il faut venir avec des quotas, il faut venir avec des initiatives comme ça, parce que naturellement ça va pas forcément, les choses vont pas forcément bouger. J'ai créé la seule coalition qui s'occupe bénévolement de faire avancer la carrière d'autres femmes que parfois on ne connaît même pas, puisqu'on a dit effectivement avec Active qu'il y avait que 3 femmes à ce moment-là patronnes du CAC 40, c'était pas suffisant, et j'en avais vraiment marre quand je pointais ce chiffre que des fonds d'investissement ou des boards me disent non mais en fait le sujet c'est qu'il n'y a pas de femmes. Moi j'aurais adoré en nommer, hélas j'en ai pas trouvé, et je me suis dit attendez, mais nous on va en trouver. On a fait un jury de 12 membres avec des patrons, des journalistes économiques, des chasseurs de tête, on s'est mis autour de la table et on a trouvé ces 40 femmes, dont une, la patronne de Bureau Veritas, Inda, est rentrée au CAC 40 depuis, et dont l'autre, Marguerite Bérard, est devenue CEO d'une grande banque depuis, donc en même pas 1 mois et demi de publication du classement. Donc ça veut dire qu'elles existent en France, ces femmes dirigeantes. Et je pense que partout, mais que ce soit pour diriger une PME locale ou pour une promotion interne ou pour quel que soit le poste, on ne peut plus entendre aujourd'hui « on n'a pas trouvé de femmes ». Si on a trouvé un homme et que l'homme était meilleur, prenez l'homme, il n'y a pas de sujet. Mais je n'y crois pas que l'homme soit meilleur dans 37 entreprises sur 40. C'est pas possible statistiquement. Mais ça passe par la visibilité. Ça passe par la visibilité. Donc forcément, il faut imaginer se rendre beaucoup plus visible. Est-ce que tu penses pas que pour notre génération, en tout cas les femmes de plus de 40, 45 ans, voire 50 ans, ça reste quand même plus problématique de se rendre visible, parce qu'on est quand même à un point de carrière où ça va être beaucoup plus difficile déjà de trouver un job, on le sait, c'est statistiquement prouvé. Deuxièmement, on est, comme on disait, sur un peu le syndrome de l'imposteur, de la personne qui va pas forcément oser valoriser ses expériences ou se dire que peut-être qu'elle pourrait demander cette promotion, etc. C'est une génération, comme je disais, qui est plutôt dans les peurs, plutôt, comme tu dis, dans le compromis. Comment aider à la valorisation aussi de ces profils? Alors,
n'ont pas forcément pour ambition de devenir patronnes, mais qui sont sur des niveaux de seniorité quand même confirmés et qui espèrent pour cette deuxième partie de vie d'avoir leur part du gâteau. Mais je pense qu'il y a un truc extrêmement injuste. Effectivement, j'ai une amie qui a 55 ans là, cette semaine et qui me disait qu'elle a toujours pensé que sa carrière serait exponentielle et qu'elle montait et qu'en fait, elle s'est aperçue qu'au-delà de 50 ans, sa carrière régressait. Et qu'elle s'est dit en fait qu'elle a monté, elle a pris de l'ampleur et elle pensait avoir encore, 10 ans, 15 ans où elle allait se dire « Allez, ça y est, je cartonne » et qu'en fait, c'est pas ça qui s'est produit. Et je trouve que c'est très injuste parce que c'est quand même le moment où on est un peu plus libre, où nos enfants sont plus grands, où on a plus de temps, où on sait mieux ce qu'on veut, on s'affirme plus, on a davantage de soft skills comme on dit, et c'est pas le moment où on fait appel à nous. Donc il y a cette espèce de truc d'invisibilisation des femmes. Il y a un super média qui s'appelle Mesdames, créé par Maïtena Biraben, où elle parle justement de ce sujet. Mais j'ai le sentiment qu'en fait, quand vous êtes une femme, l'âge ne va jamais. C'est-à-dire, moi, j'ai entendu, quand j'étais chez Havas, quand j'avais 20 ans, j'entendais que j'étais trop jeune, que je connaissais pas la vie. J'ai monté mon entreprise, j'avais 23 ans, je me vieillissais, je mettais des vestes, je m'entraînais à parler moins aigu. Enfin, j'essayais vraiment de faire la dame parce que je savais qu'à 23 ans, on n'allait pas me faire confiance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si je vois des copines qui ont 40, 45 ans, j'ai l'impression qu'on leur jette à la figure le fait que elles sont quasiment déjà trop âgées. Donc en fait, le moment, les 5 ans qu'on avait pour faire carrière, on s'est occupé de nos enfants, en gros. Et ça, c'est extrêmement juste. Et c'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est « Pour une révolution de la réussite des femmes ». Parce que je pense qu'il faut essayer vraiment de changer le cadre, de péter le cadre complètement et d'en faire un autre. Et là-dessus, j'ai vraiment confiance dans la future génération qui arrive. Parce que quand je vois les gens qui ont 20-25 ans aujourd'hui, qui rentrent sur le marché du travail, que à la fois, parfois, certains trouvent insupportable en disant ils veulent pas travailler, ils sont en basket, ils jouent que par le télétravail, etc. Et en même temps, de se dire... franchement, quel culot, mais ils ont tellement raison. Mais bien sûr que c'est ça qu'il faut faire. Et tu parlais de génération silencieuse pour nous. Et j'ai l'impression qu'en fait, on bénéficie un peu de l'audace et de la combativité de la jeune génération qui dit « Ah non, mais moi, je reste pas plus tard si je suis pas plus payée. » Qui dit « Bah non, mais ça, si ça m'apprend rien, je reste pas. Ça, si ça respecte pas mes valeurs, je le dénoncerai publiquement. » Et à la fois, t'as quelque chose de « Waouh, nous, on n'aurait jamais fait ça. » Et en même temps, t'as un truc de « Waouh, j'aurais jamais fait ça. » Non, mais ils sont carrément inspirants. Et je pense que tu l'as dit dans une interview, nos enfants nous font des remarques et nous poussent à bouger, à revoir. Mais moi, j'ai 2 filles, 17 ans et demi et 13 ans. Et donc, tous les jours, je me prends j'ai l'impression d'être une personne, limite une tradwife par rapport à mes enfants. Parce que, donc, déjà, mes filles se moquent de moi parce qu'elles me disent que je dis tout le temps à mon mec, non, je t'en prie, reste assis. Donc, elles m'imitent quand j'arrive, elles me font, non, je t'en prie, reste assis. Parce que voilà, jeune couple, etc. Deuxième vie, comme on dit. Donc, puis j'ai envie de rendre service, j'ai envie de faire plaisir à mon mec, et donc je lui dis non, je t'en prie, reste assis. Et donc c'est resté comme un mantra. Ma fille, je lui dis mais tu te maquilles pas quand son copain va arriver. Je lui dis là, je vois qu'il arrive, t'es pas maquillée. Ma fille me dit on est dimanche et j'ai pas envie de me maquiller. Et je suis en mode waouh, mais en fait ton copain va arriver, il va te voir pas maquillée. Et en fait j'ai vraiment tellement des stigmates de mon éducation hyper méditerranéenne et avec des parents libertaires et en même temps un rôle assez tradi femme-homme. Ma fille, elle parle de ses règles sans problème, tellement j'ai dû lui dire, en fait, c'est bien que ce soit pas un tabou, mais est-ce qu'on peut ne pas parler des règles à table à chaque repas? Ce serait cool, s'il te plaît. Et en même temps, elle me dit, ouais, mais pourquoi ce serait un tabou? Elle a de l'endométriose, elle me dit, moi, j'ai envie de pouvoir en parler librement, j'ai pas envie de me cacher. Et je me dis qu'en fait, moi, j'ai l'impression que j'ai tellement souffert de tabous quand j'étais au collège. Si on voyait ma serviette hygiénique dans mon sac, dans son emballage Always, j'allais mourir de honte. Et j'ai l'impression que mes filles sont vraiment, ça ne les atteint pas. Et je me dis qu'en une génération, on a fait quand même des progrès énormes sur les tabous. Tu parlais de femmes silencieuses. En tout cas, cette génération de nos filles, elle est tout sauf silencieuse et carrément. Je trouve ça super. Franchement, moi aussi, je suis extrêmement fière de ma fille et je me dis waouh, et ça me donne vraiment confiance pour son avenir. En fait. Ouais, c'est génial de dire ça. Mais on y est peut-être pour quelque chose. Et je pense que tu y as aussi, tu sais, parce que tout ce que tu as fait et tu as débroussaillé beaucoup de dossiers.
t'as osé aussi contrecarrer et te faire respecter. Parce que franchement, ça n'a pas été simple. Ouais, Tu c'est disais vrai. dans un premier interview sur BFM, on t'a tout de suite décrédibilisé ou fait des commentaires sur ta tenue. Enfin, je veux dire, ça, c'est assez récurrent auprès des femmes en politique. Mais Moi, je pense que honnêtement, moi, j'ai atteint un sommet, j'ai cumulé à peu près tout. Je pense que moi, ça me fait rire les gens qui disent aujourd'hui je quitte Twitter, etc. parce que c'est vraiment malsain comme atmosphère. Je veux dire, mais vous étiez où en fait? Il y a eu une chronique une fois dans une matinale France Inter pour se marrer du fait qu'il y a un groupe de trolls qui avait fait des photomontages avec ma tête et des kalachnikovs pointés sur moi. Je veux dire, mes enfants voient ça, ma grand-mère voit ça. Et France Inter trouvait ça hyper marrant. Et c'est Marlène Schiappa, c'est drôle de lui planter des kalachnikovs sur la tête. J'avais des photomontages où on faisait croire que j'étais nue, des photomontages où il y avait ma tête et une dinde, des photomontages où on mettait des citations complètement absurdes pour faire croire que j'avais dit n'importe quoi, ce qui évidemment n'était pas le cas, en tout cas à ce moment-là. Des trucs où on te coupe. On prend une vidéo et on te coupe pour faire croire que c'est du premier degré. Il y a une vidéo où je veux montrer ce que c'est le harcèlement de rue à quelqu'un qui me dit c'est pas grave le harcèlement de rue, donc j'imite quelqu'un qui fait du harcèlement de rue. La vidéo est coupée et donc on croit que c'est moi qui suis en train d'harceler un type. Et des exemples comme ça, mais j'en ai 1 million. Et je te parle pas de quand les gilets jaunes sont venus chez moi à 1h du matin pour crier qu'ils allaient me décapiter, alors qu'il y avait mes filles en pleurs. J'aurais dit cachez-vous dans le placard jusqu'à ce que la police arrive. Enfin, on se rend pas compte, je pense, de la violence que vivent les femmes qui sont un peu exposées publiquement, qu'elles fassent de la politique ou qu'elles soient journalistes ou activistes ou tout autres. simplement avec une opinion, et qui osent Exactement. aussi dénoncer, certaines violences, toutes les violences d'ailleurs. Mais je pense que ça décourage en fait les autres. On parlait du fait que les femmes n'osent pas se mettre en avant. Moi, j'ai déjà accompagné des dirigeantes qui m'ont dit vous êtes hyper courageuse de tout ce que vous avez vécu, bravo, etc. J'ai pas envie qu'on me dise bravo, j'ai envie que ça ne se passe pas. Et j'ai envie d'aider justement les femmes à prendre la parole sans avoir ce retour de bâton. Qui est totalement injuste parce qu'il n'y a pas un homme à qui on dit oh là là t'es chauve, t'as pas le droit de parler, alors qu'une femme on va te dire t'es coiffée comme ci, comme ça. L'exemple que tu donnais, j'avais fait un BFM, je venais d'être nommée au gouvernement, j'avais un décolleté léger parce que c'était la canicule et puis j'ai pas à me justifier et j'ai eu peut-être 1 million de commentaires et de tweets et de commentaires Facebook sur qu'est-ce que c'est que ce décolleté. Et je voyais comme ça des gens débattre avec des mecs qui disaient oh là là, elle est chaude, je l'adore, je la prendrais bien, et d'autres qui disaient oh non, elle est horrible. Et j'étais en mode mais en fait, je ne connais aucun de vous, ne faites pas un débat, je ne vous ai rien proposé. Comment t'as géré ça justement? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que je me demande, est-ce qu'on a la même manière de réagir, femmes et hommes, face à ce genre d'agression, tu vois? Je pense que les hommes en subissent nettement moins. Ouais, et déjà, moins, c'est moins sur eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas sur leur personne. Un homme va être critiqué sur ce qu'il défend, ses etc. actions, Une femme, t'es critiquée sur ton apparence, mais aussi ta vie réelle ou supposée. Enfin, moi, j'ai eu des remarques quand même dans l'Assemblée nationale qui étaient lunaires et avec une injonction contradictoire permanente. La fois où je suis arrivée 6 minutes en retard à l'Assemblée nationale. J'adorais quand tu les avais. Merci. Mais voilà, j'arrive, ma fille était malade. Il y a 30 minutes de débat sur quelle honte la ministre avait 6 minutes de retard. Et je regarde ça comme si j'étais de l'extérieur en me disant mais on est vraiment en train de vivre ça? On est vraiment en train de me prendre la tête pendant 30 minutes de discours de morale parce que j'avais 6 minutes de retard, parce que ma fille avait de la fièvre. Et je me suis dit mais j'aurais dû pas venir en fait. C'est infantilisant. Ouais, et puis c'est des mêmes gens qui vont te faire des grands discours sur la solidarité, la famille, la bienveillance. Mais en fait tout ça c'est théorique si t'es pas capable de comprendre qu'une femme qui a un enfant malade, elle arrive 6 minutes en retard à son travail. Et je leur avais dit d'ailleurs, même si j'avais rendez-vous avec la reine d'Angleterre, j'aurais été en retard. Parce que je voulais vérifier comment allait ma fille, si elle avait un rendez-vous chez le médecin, etc. Et je l'ai fait pas seulement pour moi, mais je l'ai fait justement en me souvenant, en me disant putain, tu peux pas avoir présidé 10 ans Maman Travail et te laisser parler comme ça. Et j'ai trouvé vraiment en moi la ressource de me dire je le fais pour toutes les nanas qui sont secrétaires comptables ou esthéticiennes ou chargées de com ou whatever et qui arrivent en retard et qui ont un petit chef Fayon qui arrive et qui dit tu devais arriver à 9h, il est 9h12, c'est vraiment un scandale, sans même lui dire humainement bonjour, comment vas-tu? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que je peux t'aider? Comment ça va avec ta fille? Enfin, des réflexions humaines normales, quoi. Ouais. Mais souvent, malheureusement, les femmes, qu'est-ce qu'elles vont avoir face à ça? Elles vont avoir de l'intimidation. Souvent, c'est ce qui les attend. Ce qui les attendent, tu vois, quand elles osent prendre parole. Ben là, il y a eu un peu, et c'était un peu ça. Le but était un peu de m'intimider. Et vraiment, si au début, quand je suis arrivée, j'étais moi-même un peu mortifiée d'être un peu en retard, le fait que
ils essayent de jouer au roquet et qu'il y ait une femme en plus de mon propre parti qui se mette dans le truc contre moi en disant oui, quel scandale, moi je suis très polie, j'arrive à l'heure. En fait, karma, retour de bâton, cette même femme qui a fait ça, 1 an après, elle a sorti un livre et elle est arrivée très en retard au rendez-vous avec le journaliste et il a commencé sa critique du livre, je crois que c'était dans Le Monde, en disant Madame une telle a donné des grandes leçons de retard et de ponctualité à Marlène Schiappa, c'est ça son fait d'arme, c'est pour ça que vous savez qui c'est. Et elle arrive 40 minutes en retard au rendez-vous et elle ne s'excuse pas. Et je me suis dit, karma is a bitch. À un moment, il y a quand même un retour de karma, leçon numéro 1. Et leçon numéro 2, t'as beau essayer la sororité, parfois, il y a des cas où, en fait, tu peux pas être sororité toute seule, quoi. Si la personne en face a envie de te défoncer parce qu'elle te voit comme une rivale, parce que tu l'insécurises, parce que toi, tu prends la parole et qu'elle, elle se dit, pourquoi elle prend la parole et moi, je prends pas la parole. Il peut y avoir un truc qui ne se fait pas. En tout cas, il y a quand même une place pour la spontanéité et c'est ça qui est chouette, tu vois, parce que on disait justement qu'on est toujours dans le contrôle, hein, dans le contrôle, on se dit attends, faut bien mesurer les risques, etc. Ce que tu fais certainement, très certainement dans ton rôle de conseillère, mais cependant, et on disait aussi il faut pas être trop en colère, etc. Mais je pense qu'il y a aussi une place pour cette spontanéité et qu'on nous attend aussi là-dessus. Moi, je pense qu'il y a une place pour la sincérité en tout cas et la cohérence des personnes. Tu vois, quand je suis partie du gouvernement, ça fait 1 an et demi que je conseille des dirigeants, des dirigeantes maintenant. Et une question qu'on m'a beaucoup posée au début, c'est de me dire, du coup, est-ce que vous allez conseiller aux dirigeantes de faire la couve de Playboy ? Et j'ai répondu, ça dépend. En fait, il y a une cohérence. Moi, il y avait une cohérence avec mon parcours, ce que je défendais, la liberté des femmes, et puis on me l'a proposé. Si évidemment j'accompagne une dirigeante d'une banque qui a envie de communiquer sur ses performances, je vais évidemment pas lui faire cette proposition. Mais à un moment, je pense que aider les femmes à s'exprimer, c'est aussi les aider à s'exprimer dans quelque chose qui leur ressemble. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que calquer un discours d'une femme sur une autre qui n'a pas le même parcours, qui n'a pas les mêmes angoisses. Tu vois, par exemple, dans une formation que j'ai animée, j'étais très frappée d'entendre une femme dirigeante hyper brillante, assez jeune, et qui voulait pas communiquer. Pour elle, être dans la presse, c'était perçu comme un danger. Et vraiment, à un point quasiment phobique. Elle voulait pas qu'il y ait son nom dans la presse, elle voulait pas faire de photos. Et je l'ai évidemment pas forcée, mais j'essayais de comprendre. Et à mesure de la journée, elle a fini par nous confier qu'elle avait vécu quelque chose de terrible enfant et qu'elle avait été kidnappée pendant un temps, un temps délimité, mais néanmoins qu'elle avait vécu cette expérience traumatisante. Et je pense qu'elle en avait gardé l'idée que si tu es visible, tu es en danger. Si on te voit, si quelqu'un te voit, il va vouloir te faire du mal d'une manière ou d'une autre. Et quand on sait le nombre de femmes qui ont vécu des violences sexistes ou sexuelles d'une manière ou d'une autre, je pense qu'on doit vraiment intégrer ça dans la communication qu'on propose aux femmes, parce que certaines vont se dire, effectivement, être visible, ça va être me faire taper dessus, ou certaines vont bien prendre des critiques, et d'autres, chaque critique, ça va leur rappeler, par exemple, quelqu'un qui a vécu des violences psychologiques de son mari, tu peux pas l'envoyer dans une émission d'entertainment où elle va se faire défoncer dans les commentaires. En revanche, quelqu'un qui se dit, j'ai une revanche à prendre, je veux montrer que, et tout, elle, il faut l'envoyer dans des débats, un petit peu, elle va se faire un peu bousculer, sinon elle va s'ennuyer. Donc je pense que l'important, c'est vraiment d'adapter chacune et de pas se dire parce que t'es une femme, tu dois en demander plus, donc tu dois t'exprimer comme ci ou comme ça. Ouais, je pense qu'il y a différentes manières, différentes routes pour les femmes pour arriver justement à s'exprimer de différentes manières. Alors il y en a aussi qui adorent plutôt la mise en avant du travail collectif. Hein. Je pense que c'est assez très féminin. Le nous est féminin, le je est plus masculin. Ouais, exactement. Ça passe beaucoup par ça, c'est-à-dire moi me mettre en valeur, bof, mais par contre mettre en valeur les autres, oui. Après, on pourrait essayer de... Et pourquoi pas, on peut faire les deux. Regarde, avec le Next Women 40, moi je mets en valeur 40 femmes que je ne connais pas, et néanmoins, je me crédite d'avoir eu cette idée. Bien sûr. Et je nous crédite avec le board, le jury, etc., d'avoir fait un travail collectif qui l'amène. Ouais. Donc il y a des manières en fait qui peuvent sembler plus subtiles que d'aller directement je vais faire un communiqué, je vais pour mettre dire hello, je suis géniale. ouais, non, mais en tout cas elles sont pas du tout dans cet esprit-là. Voire elles se dénigrent, comme tu le disais, les femmes s'autocensurent énormément. Ne serait-ce que par exemple quand j'ai voulu créer le podcast, j'allais spontanément vers des personnes pour les filmer, etc. Et la première chose qu'elles me disaient, ah non, mais je vais ruiner ta vidéo.
parce que elles se sentaient pas assez attractives, pas assez bien habillées, ou alors elles ont pas quelque chose d'intéressant à raconter. C'était la première chose qu'elle me disait. Ouais, parce qu'elles parlent de leur propre rapport à leur image. Moi, tu vois, ça m'est maintenant complètement égal, mais quand j'étais au gouvernement, je savais que derrière, j'allais avoir telle réaction, etc. Et maintenant, c'est ma petite liberté de dire, prenez-moi en photo, filmez-moi, je m'en fous, j'ai pas besoin de valider quoi que ce soit. Mais il y a un rapport aussi de chacune à l'image qu'elle renvoie et à ce qu'on disait de considérer que son image va ruiner quelque chose. Et derrière, mais je reboucle sur la question du couple et des violences conjugales, parce que en fait, quand tu vis avec quelqu'un qui t'aime le matin sans maquillage ou dans n'importe quelle situation pas valorisante, ou quand tu sors de l'hôpital, etc., je pense que tu développes quand même une confiance en toi. Et quand tu vis avec quelqu'un qui te fait des réflexions, qui te dénigre, qui te dit t'as pas un peu grossi, qui mate ostensiblement d'autres nanas que tu juges plus jeunes, plus minces, plus machin que toi, ça mine ton estime de toi-même. Donc je comprends aussi qu'il y ait plein de femmes, et moi à chaque fois j'interroge du coup la place du couple, pour celles qui sont en couple et en couple hétéro bien sûr, mais j'interroge cette place et de qu'est-ce qu'elles reçoivent tous les jours. Et je le dis d'ailleurs dans le livre Nos 6 petites ambitions, c'est qu'on dit aux femmes oui, demandez des augmentations, etc. Mais en fait, si tous les soirs tu rentres chez toi avec un type qui dit t'es nul, t'es une merde, c'est nul ce que tu fais, regarde le peu que tu gagnes, comment tu veux dire le lendemain matin, hey, je suis Wonder Woman, je vais hausser les épaules et je vais dire je connais ma valeur et donc j'exige 20% d'augmentation. Ça n'existe pas. T'arrives en pleurant avec les traces des cernes de la veille et tu dis je suis vraiment nulle, comment un mec aussi gentil et aussi beau peut être avec moi alors qu'il a raison, je vaux rien, je gagne pas d'argent. Donc ce rapport au couple, en fait, et l'impact de ce qu'on te renvoie dans le couple, dans la vie professionnelle, j'ai voulu mettre ça aussi en avant. Ouais. Et puis, en effet, cette disparité aussi financière qui peut avoir lieu et qui aussi peut nous empêcher à avoir cette autonomie, mais les deux, cette liberté de choix. Mais complètement, je pense que t'as exactement ce que tu décris, c'est-à-dire quand la femme gagne moins, t'as pas de liberté de choix réelle. C'est beau de dire t'as qu'à te barrer, etc. D'accord, mais pour aller où, pour faire quoi? Une fois que t'as payé 4 nuits d'hôtel, t'as plus d'argent. Et donc, il y a un sujet derrière d'autonomie financière hyper clair, mais t'as aussi beaucoup de femmes qui gagnent plus d'argent que leur conjoint et qui sont culpabilisées pour ça. Le nombre de fois où j'ai entendu des femmes dire « j'essayais de pas trop briller dans mon couple parce que ça le mettait en insécurité, j'essayais de pas trop parler, pas trop attirer l'attention, pas trop réussir. Quand j'avais des prix, des réussites, parfois je le disais même pas chez moi. » Il y a une femme, la patronne des bijoux Fred, qui a reçu un prix Forbes, qui a parlé de son divorce sur scène quand elle a reçu le prix. Natacha, j'ai trouvé ça remarquable, ce qu'elle a dit de courage. Et depuis, j'en parle à d'autres femmes qui sont dans des situations de réussite professionnelle ou qui sont plus visibles que leur conjoint. Et je suis frappée de voir à quel point, en fait, c'est un sujet et c'est un truc qui les mine. Et comment certaines s'empêchent de réussir plus parce qu'elles ne veulent pas être écrasantes pour leur conjoint ou pour leur mari. Et je trouve que ça aussi, c'est un sujet. La femme se dit, j'ai un plafond de verre intérieur de couple. Si je dépasse ce plafond et que je réussis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, ça va poser des problèmes dans mon couple. Confère ce qu'on disait au début du podcast, les études de l'INED, le syndrome de l'Oscar, etc. Je t'ai déprimée? Non, pas du tout. Mais là, je me pose la question, quelles sont les opportunités, en tout cas les lueurs d'espoir qu'on peut avoir pour ces femmes, si ce n'est en effet une solution, c'est de se dire écoute, je suis plus dans le couple qui me fait du bien, donc en fait je me sépare. Ou alors comment je peux engager la conversation, parce que non, tu me déprimes pas du tout, puisque j'ai bien écouté aussi un des échanges que tu as pu avoir avec une journaliste qui disait que on n'est pas là pour être ennemis des hommes, on est là pour faire alliance avec eux. Et donc, il y a encore possibilité justement de travailler avec eux sur ces sujets. Comment les aborder? C'est juste la question. Exactement. Mais dans le couple, en fait, il y a plusieurs... D'abord, il y a une clé de est-ce que tu es bien dans ton couple ou pas. Il y a des femmes qui sont bien dans leur couple et juste leur mari, leur compagnon est le produit aussi d'une société, d'une éducation, etc. Donc moi, je crois que celles qui ne sont pas bien dans leur couple, qui ont un compagnon qui est malveillant, qui leur fait du mal d'une manière ou d'une autre, évidemment, partir doit être une solution. Je suis frappée de voir le nombre de personnes
personnes, on en parlait, qui prennent pas de décision, qui restent enfermées dans un couple qui ne leur convient plus. Et une m'a dit il y a pas longtemps, non mais il est pas violent ni rien, il fait des tâches ménagères. Ouais, mais j'ai envie de dire, mais c'est pas le sujet en fait. On n'est pas obligé de se marier avec tous les mecs pas violents qui font la vaisselle de temps en temps. À un moment, c'est est-ce que tu l'aimes, est-ce qu'il te fait du bien, est-ce qu'il t'apporte quelque chose, est-ce que tu te sens bien avec lui. Si tu te sens mal avec lui en permanence, mais interroge le fait d'être avec cette personne, d'une part. Mais d'autre part, il y a aussi une grande majorité d'hommes qui sont en couple, qui essayent de bien faire. Et en fait, il faut éduquer les hommes. Et c'est un peu épuisant parce que ça nous revient. Mais de dire ce que tu es en train de faire là, ça s'appelle du gaslighting. Ce que tu es en train de faire là, ça s'appelle du contrôle coercitif. Et je pense que comme on disait tout à l'heure pour les femmes, quand on leur verbalise, ils comprennent le type qui est en train de dire oui, mais je veux savoir ton emploi du temps, etc. Machin. Ça, chérie, ça s'appelle du contrôle coercitif et donc non. Ou ça, tu es en train de me donner une version, tu m'as donné une autre version avant, tu es en train de me dénigrer entre les deux, ça s'appelle du gaslighting, ça n'est pas possible, je ne veux pas avoir de ça. Va te renseigner, regarde la définition de ce terme, c'est ça que tu es en train de faire. Et je pense que de la même manière, ceux qui dénigrent le fait que leur femme gagne plus, etc., lui dire, mais en fait, là, ce que tu es en train de faire, c'est me renvoyer à une définition hyper normée qui correspond à des choses dont tu es dépositaire, qu'on a posées sur tes épaules, mais qui ne t'appartiennent pas à toi. Et je pense que c'est libérateur pour les hommes aussi. Je pense qu'il y a des hommes qui ont envie de faire du jardinage, marcher avec un petit panier, s'occuper du air fryer et aller emmener les bébés chez le pédiatre. Et pourquoi ils ne pourraient pas le faire ? Parce qu'on leur a calqué une vision normée de quelque chose. C'est assez libérateur pour eux aussi d'avoir cette discussion finalement. Ouais, complètement. Et eux aussi peuvent prendre de la graine auprès des autres générations qui se montrent ouvertes. Alors même si on a vu des études qui disaient que il y avait quand même un retour en arrière parmi les jeunes sur les libertés que s'octroyaient les femmes, n'est-ce pas ? Hyper inégal, parce que nous on parle de nos filles, mais nous on est des femmes qui avons beaucoup réfléchi à ces sujets, qui avons écrit sur ces sujets, etc. Donc oui, heureusement on a transmis un peu quelque chose, mais c'est vrai que tu as des milieux aussi, enfin moi je vois certains endroits dans lesquels tu as des nanas de l'âge de ma fille qui ont un premier bébé, voire parfois un deuxième, ou qui ont arrêté complètement toutes leurs études, ou qui se projettent pas du tout dans une indépendance professionnelle. Et je trouve que ça, effectivement, c'est un combat à mener encore. Il y a des jeunesses protéiformes, en réalité. Ouais, bien sûr. Bon, en tout cas, ce qui sera important, c'est d'éduquer nos ados à tous ces sujets de l'autonomie financière et même de la sexualité. Faites un contrat de mariage. Oui, carrément. Enfin bref, il y a plein de sujets. En tout cas, je te remercie d'être venu témoigner. C'est moi qui te remercie. Et bravo pour tes podcasts. Ah, merci. C'est génial. Alors, du coup, il y a eu pas mal d'actu récemment te concernant, un peu politique. Notamment et puis aussi sur la réussite au sein de l'ONG. Est-ce que il y a d'autres projets de livres, parce que tu en as écrit quand même une trentaine, c'est ça? Oui, j'ai un problème, c'est que j'écris énormément. Oui, j'ai un livre qui sort là en février qui s'appelle Le pouvoir de dire non. Ah, j'adore. Pour faire respecter ses limites, parce que pendant des années, c'était compliqué pour moi de réussir à dire non. J'avais vraiment peur de blesser les gens, je savais pas comment m'exprimer, etc. Et quand j'ai commencé à avoir des enfants, à faire de la politique, j'ai réussi à dire non. Donc j'en ai fait tout un livre avec des méthodes qui t'interrogent sur pourquoi tu dis pas non, de quoi t'as peur, parce que je m'aperçois qu'en réalité, beaucoup de problèmes dans notre vie viennent de cette incapacité à dire non. Tu vois, par exemple, si tu n'oses pas dire à ton copain « non, je serai pas là pour faire ton déménagement dimanche », mais tu sais que tu seras pas là, t'as pas envie, tu dis j'ai passé l'âge de déménager les potes, t'as autre chose à faire, t'es crevé, etc., tu vas pas y aller. Mais en fait, au lieu de lui dire non tout de suite, tu lui dis oui et en last minute, tu vas annuler. Et donc, tu mets en danger ton amitié. Alors que si d'emblée, tu osais dire écoute, honnêtement, je le sens pas du tout de faire un déménagement, je peux t'aider d'une autre manière. Je peux venir décorer avec toi, je peux t'offrir quelque chose, je peux être là, repeindre les murs s'il faut, mais déménager, non, je fais pas. Et je pense que si t'arrives à verbaliser ce non avec des phrases en étant très assertif, tu t'en sors beaucoup mieux dans plein d'aspects de la vie. Donc voilà, j'ai ce livre-là qui sort là, bientôt. Canon. Bah écoute, je me réjouis de lire parce qu'il il parle beaucoup, et notamment dans la manière de, aujourd'hui, pouvoir parler de manière beaucoup plus affirmée, que ce soit pour dire oui ou pour dire non. Allez, à bientôt, merci. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire, ou encore à partager l'épisode à un ou une proche. Vous pouvez trouver d'autres sources d'inspiration et d'informations sur les comptes Instagram et TikTok @bien dans son âge, où je vous attends
pour des échanges et des confessions si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt.